Vous vous souvenez de ces quintuplés? Vous n'allez pas croire à quoi ils ressemblent après 13 ans. Les médecins avaient affirmé qu'aucun des bébés ne survivrait. Pourtant, 13 ans plus tard, ils sont montés sur scène, et personne n'en croyait ses yeux. L'auditorium était plongé dans un silence inquiétant, comme si l'air retenait son souffle. Des dizaines de journalistes, d'anciens élèves et de membres du personnel hospitalier remplissaient le couloir faiblement éclairé de l'hôpital John Radcliffe d'Oxford. Leurs murmures étaient étouffés par la solennité de l'instant. Des rideaux de velours absorbaient les pas, tandis que les caméras capturaient chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Les enregistreurs clignotaient en rouge, tels des yeux vigilants. Tous les regards étaient fixés sur la scène, sur ce grand rideau noir suspendu qui cachait quelque chose qui avait éveillé la curiosité du pays et fasciné le monde entier. Sur le rideau, une présentation en diapositive s'animait, granuleuse et teintée des couleurs délavées de la photographie du début des années 2010. La première image apparut, 5 tout petits bébés, pas plus grands qu'une main humaine, enveloppés dans des couvertures blanches stérilisées. Chacun était entouré de câbles, de tubes et de moniteurs clignotants. Des machines livraient les batailles que leur corps était encore trop faible pour mener eux-mêmes. Ils n'auraient jamais dû survivre, prononça une voix empreinte de révérence et d'incrédulité. C'était le docteur Lawen Sinpei. Ses cheveux, jadis sombres, laissaient désormais apparaître des mèches argentées, et le temps avait adouci les traits de son visage. Mais son regard, lui, demeurait vif, alerte et profondément ému. Il s'approche du pupitre, ses doigts serrés autour du micro, avec une tension silencieuse révélant des années de retenue. Même maintenant, sa voix tremblait sous le poids du souvenir. « Il y a 13 ans, dit-il, marquant une pause pour se ressaisir. J'ai rencontré un couple qui a redéfini la signification de l'espoir. Ils ne sont pas venus ici en quête d'un miracle. Ils sont venus prêts à livrer bataille contre tous les pronostics, contre le temps, contre nous. » Un frisson parcourut l'auditoire. Des médecins échangèrent des regards. Un journaliste ajusta son objectif avec précaution. Une infirmière essuya discrètement une larme au coin de l'œil. La présentation continua. D'autres images apparurent, des équipes de soins intensifs néonataux penchées sur des incubateurs lumineux, des infirmières épuisées veillant sur des berceaux pendant des nuits interminables. La lueur spectrale des lampes de photothérapie illuminait des membres frêles, translucides et tremblants. Puis, juste avant que l'écran ne s'éteigne, une dernière photo. 5 petites filles. Elisabeth, Alexandra, Nadezhda, Tatiana et Barbara. Elles se tenaient dans un champ baigné de soleil, vêtues de robes blanches, identiques, leurs mains jointes comme si elles avaient fait le serment de ne jamais se séparer. Leurs visages étaient empreints de curiosité, leurs grands yeux ouverts, innocents, inconscients de l'émerveillement mondial qu'avait suscité leur survie. L'écran s'assombrit. Le silence revint, plus profond encore, empreint de respect. Puis, la musique se fit entendre. De doux accords de piano emplirent l'auditorium, mélancoliques mais porteurs d'espoir. Dans un mouvement mécanique délicat, le rideau noir s'ouvrit. Une vague d'émotion balaya la salle. Ils étaient là, non plus des bébés, ni des enfants en bas âge, ni des êtres fragiles constamment surveillés par des moniteurs, mais 5 jeunes femmes, sereines, les épaules droites, le regard déterminé, debout sous un même projecteur. Leur ressemblance avec les images était frappante, mais elles n'étaient plus des spectres de la survie. Elles étaient des symboles de transformation. Alexandra se tenait légèrement en avant, comme toujours, le regard fier, le menton relevé, la meneuse naturelle. Barbara, la plus grande, irradiait une grâce apaisée, une force silencieuse qui n'avait besoin d'aucun mot. Elisabeth et Nadezhda, les espiègles, échangèrent un regard complice que seules des sœurs pouvaient comprendre. Leur lien était inscrit dans un langage tacite. Tatiana, dont le sourire enfantin avait captivé tout un quartier tant d'années auparavant, serrait les mains de ses 2 sœurs avec la même joie radieuse, ses yeux déjà emplis de larmes. Au début, elles n'avaient pas besoin de parler. Elles restèrent simplement là, côte à côte, comme figées dans le temps. Pourtant, dans une évolution impossible, la foule se leva. Il y eut des vivas, des exclamations, des applaudissements spontanés, mais aussi un silence figé. Des infirmières qui, autrefois, murmuraient des prières auprès des incubateurs, des médecins qui avaient veillé des nuits entières, tous paralysés, une main sur la bouche, incapables de comprendre cette preuve vivante d'un miracle auquel ils n'avaient osé croire. Ce n'était pas juste une réunion, c'était une révélation. Et tandis que les applaudissements s'éteignaient, que la musique s'adoucissait jusqu'à n'être plus qu'un murmure, les sœurs avancèrent ensemble. Chacune prit une profonde inspiration. 13 ans après avoir émerveillé le monde, les quintuplés miracles étaient de retour et avaient quelque chose à dire. 13 ans plus tôt, leur histoire avait commencé dans un chuchotement, à peine audible dans le silence stérile
d'une clinique de Moscou, où l'espoir était souvent éphémère et l'optimisme semblait être une langue étrangère. Dimitri Artamkin, un professeur de mathématiques à la voix douce, vivait davantage parmi les équations que parmi les émotions. Son épouse, Barbara, une enseignante radieuse de musique, faisait danser ses doigts sur les touches du piano avec la même grâce qu'elle espérait transmettre à un enfant. Ils avaient attendu, pas passivement, ni en silence, mais avec douleur, avec prière. Année après année, leur histoire s'était dessinée au fil des aiguilles, des salles d'attente et des résultats délivrés avec des regards baissés. L'odeur stérile des hôpitaux leur était devenue aussi familière que celle de leur propre maison. Ils avaient prié, pleuré, et, alors que leur foi vacillait, ils tentèrent une dernière fois. Les médecins ne dirent pas grand-chose lorsqu'ils appelèrent. Juste qu'il y avait quelque chose. Un éclat, un commencement. Et enfin, 5. 5 battements minuscules, 5 vies potentielles, 5 miracles nichés dans un ventre. Les médecins ne les regardèrent pas avec joie, mais avec la prudence de ceux formés à parler avec franchise des risques. « Il faut réduire », dirent-ils d'une voix dénuée de malveillance, mais sans chaleur non plus. « Avortez-en quelques-uns, ou vous pourriez tous les perdre. Et Barbara, vous pourriez ne pas survivre. » Mais les Artamkin ne se laissèrent pas vaincre par la peur. Ils n'étaient pas faits pour abandonner. Unis par leur profonde foi orthodoxe russe et la conviction que la vie, quelle qu'elle soit, n'était pas un fardeau à gérer, mais une mission sacrée à protéger, ils prirent une décision qui allait tout changer. Ils refusèrent les protocoles médicaux austères et s'accrochèrent à un espoir impossible. Dimitri parcourut le monde, tel un pèlerin. Il contacta d'anciens élèves, des collègues, des ambassades, n'importe qui pouvant lui indiquer un hôpital qui ne traiterait pas ses enfants à naître comme de simples chiffres sur un tableau. Un ami d'un ami murmura un nom qui semblait relever davantage du mythe que d'un lieu réel. L'hôpital John Radcliffe d'Oxford, en Angleterre. Mais les rêves nécessitent des moyens financiers, et les Artamkin n'avaient que de modestes économies et une détermination inébranlable. Alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, un entrepreneur britannique, touché par leur courage, peut-être même par leur amour indéfectible, se proposa de financer leur voyage et leurs soins. Barbara, déjà dans un état avancé de grossesse, dangereusement avancé pour un vol, fit ses bagages à la hâte. Une valise chacun, leur foi remplissant chaque recoin, leurs prières s'échappant de leurs lèvres comme une brume sur du verre. Ils atterrirent en Angleterre début 2007. L'équipe de John Radcliffe ne recula pas. 18 employés furent mobilisés. Tous les scénarios furent anticipés. Les plannings furent établis instantanément. L'accouchement s'annonçait plus proche d'une opération militaire que d'une naissance. Chaque étape était une danse au bord du précipice. Le corps de Barbara fut poussé à ses limites. Chaque jour était du temps volé. Et puis, le 10 novembre 2007, l'orchestre monta sur scène. Les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une cadence quasi divine. Un à un, les bébés naquirent, minuscules, incroyablement fragiles, mais bien vivants. Dans le tourbillon de cette nuit historique, 3 restèrent à Oxford, tandis que 2 furent transportés en urgence vers des unités de soins intensifs à Londres et dans le Buckinghamshire. Les moniteurs bipaient, comme des notes éparses dans une symphonie de survie. C'était le chaos, mais un chaos méticuleusement orchestré. Et pourtant, contre toute attente, un miracle se produisit. Jour après jour, souffle après souffle, ces minuscules cœurs se renforcèrent. Les tubes furent retirés, leur peau passa d'un pâle inquiétant à une teinte rosée. Parents et personnel médical retenaient leur souffle. 4 mois plus tard, ils retournèrent à Moscou. Mais ils ne revenaient pas comme la même famille qu'ils avaient été. Ils ne rentraient pas craintifs et incertains, mais transformés. Non plus seulement un couple, mais une famille de 7. Le gouvernement russe leur offrit une maison modeste mais stable. Barbara abandonna sans hésiter sa carrière musicale pour se consacrer entièrement à l'éducation de ses filles à domicile, enrichissant leur apprentissage par des chants et des récits. Les autorités leur accordèrent une petite allocation, bien insuffisante, mais Dimitri prit des emplois supplémentaires comme tuteur et traducteur pour maintenir la famille à flot, et les filles grandirent, brillantes et uniques. Alexandra, l'aînée de quelques minutes à peine, devint la leader naturelle. Audacieuse, décidée, toujours la première à lever la main ou à prendre la parole. Tatiana, avec son halo de boucles et son sourire espiègle, était l'âme du groupe. Facile à rire, facile à embrasser, et tout aussi prompte à verser une larme devant une histoire du soir. Elisabeth et Nadezhda étaient inséparables, un duo littéraire qui dévorait des montagnes de livres et rédigeait dans leurs journaux avec l'intensité de futurs poètes. Barbara, nommée d'après sa mère, était la plus grande et la plus silencieuse des 5. Observatrice, philosophe, souvent absorbée dans ses pensées ou guidant ses sœurs avec une force douce et silencieuse.
Elles portaient des vêtements assortis pour éviter les disputes, bien que les chaussettes dépareillées et les taches de peinture trahissaient rapidement leur individualité. Elles regardaient Peppa Pig pour apprendre l'anglais, chantaient ensemble dans la chorale de l'église, se chamaillaient pour des crayons cassés ou des barrettes disparues. Mais surtout, elles restaient unies. 5 petites âmes nées dans l'incertitude, forgées par la lutte et portées par l'amour. Barbara déclara un jour, dans une interview, avec des yeux brillants de fierté et d'épuisement, « Nous les appelons notre petit bataillon ». Ils avaient préparé leur retour pendant près d'1 an. Chaque mois, ils vérifiaient l'itinéraire, ajustaient leur budget, discutaient en chuchotant tard dans la nuit, quand les enfants dormaient enfin. Les Artamkin économisaient chaque rouble, renonçant aux vacances, ajustant le budget des courses, retardant des réparations pourtant nécessaires sur leur maison. Même le vieux canapé du salon, usé et effiloché, fut vendu à un voisin pour bien moins que sa valeur. Chaque sacrifice menait à une seule destination. Car pour Dimitri et Barbara, ce voyage n'était pas qu'une visite. C'était un serment, une promesse, faite dans le silence d'une nuit d'orage en 2007, alors que leurs 5 filles, pas plus grandes que des miches de pain, luttaient pour survivre dans les machines stériles de l'hôpital. Et maintenant, ces mêmes filles avaient 13 ans, 13 années de berceuse, de rires résonnant dans leurs modestes appartements de Moscou. 13 anniversaires avec 5 gâteaux, 5 bougies et toujours 5 vœux soufflés. Elles parlaient désormais anglais, couramment, grâce à la patience infinie de Barbara et à leur propre curiosité insatiable. Mais plus que tout, elles rêvaient de voir l'endroit où tout avait commencé. Alors, par un matin de printemps, alors que la neige cédait la place aux premiers crocus des parcs de Moscou, elles montèrent dans un avion pour retourner en Grande-Bretagne. Leur retour à l'hôpital John Radcliffe n'était pas une simple visite. C'était un retour à la maison, un moment hors du temps, enveloppé de respect et d'émerveillement. Une déclaration que les miracles ne sont pas seulement réels. Ils peuvent grandir, porter des robes assorties et parler 2 langues. Dès que la famille franchit les portes de l'hôpital, il sembla que le temps lui-même s'était figé en signe de respect. L'hôpital les accueillit comme des rois. D'anciennes infirmières, aujourd'hui retraitées, firent le voyage depuis des comtés lointains, prêtes à revoir les jeunes filles qu'elles avaient autrefois protégées comme des anges gardiens. Le docteur Impey avait orchestré chaque détail avec discrétion, humilité et le même soin qu'il avait autrefois consacré à ces 5 vies minuscules. Une présentation de diapositives retraça leurs premiers jours. Peau fripée, tubes entremêlés, parents épuisés mais souriants. Un montage vidéo hommage, accompagné d'une douce musique de piano, captura 13 années de progrès en quelques minutes bouleversantes. Puis vint le moment, tant attendu. Le rideau allait se lever. Sur scène, une lumière dorée et chaleureuse enveloppait l'atmosphère. Le public retenait son souffle. Le rideau se leva doucement, et elles apparurent. Vêtues d'élégantes robes bleu marine, ceinturées de fins rubans dorés. Leurs cheveux étaient relevés en tresses lâches, chacune ornée d'une touche de satin. Alignées sous les projecteurs, elles scintillaient, sereines et radieuses. Malgré leur assurance, elles s'accrochaient discrètement au dos des autres pour se rassurer. Quelques instants auparavant, il y avait eu des éclats de rire en russe, des anecdotes discrètes. Elisabetta avait enfilé les chaussures de Tatiana par erreur, une petite fête improvisée dans leur chambre d'hôtel avant l'arrivée du bus. À présent, la salle s'était plongée dans un silence empreint de respect. Alexandra fit un pas en avant. Sa voix était douce mais ferme. « Dans notre maison », commença-t-elle d'un ton poétique, « il y a des images de cet hôpital partout, de vous tous. Bien que nous ne puissions nous en souvenir, nous vous connaissions. Et aujourd'hui, nous voulons vous dire merci. » Au premier rang, le docteur Impey porta son poing à sa bouche, submergé par l'émotion. Une infirmière à ses côtés pleurait ouvertement, les larmes dévalant ses joues. Tatiana s'avança ensuite, portant un vieil album de souvenirs, ses bords effilochés, ses pages chargées de souvenirs. Photos de bébé, rapport néonatal, une mèche de cheveux collée à une polaroid, et au fond, des lettres écrites au crayon de couleur. Chaque lettre adressée aux médecins anglais. Certaines pages étaient décorées de dessins de cœur, d'autres pleines de mots maladroitement orthographiés, accompagnés de petits visages souriants. L'ovation fut tonitruante, une de ces acclamations qui résonnent dans la poitrine, qui ont quelque chose de sacré. Après cela, les jeunes filles furent escortées à travers l'hôpital. Elles n'étaient plus des patientes, elles étaient des invitées d'honneur. Elles passèrent devant des incubateurs illuminés, certains ayant été leurs premiers berceaux. Elles laissèrent des messages dans le livre de souvenirs de l'hôpital, rédigés en russe et en anglais, ornés de petits cœurs. Elles discutèrent avec de nouveaux parents, certains les regardant avec émerveillement, comme s'ils apercevaient l'espoir dans sa forme la plus pure.
Si l'on vous demandait de choisir entre votre propre sécurité et la vie de vos enfants à naître, que feriez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.